Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Expérience et Réflexion, le podcast qui explore les talents et les métiers de la tech en Afrique et aussi les expériences de la diaspora africaine. Alors aujourd'hui, en présence de notre invité spécial qui va se présenter. Merci beaucoup. Bonjour, donc Leila Mchapouma, je suis la fondatrice d'un cabinet de recrutement panafricain qui s'appelle Grey Search Africa. Nous existons depuis 8 ans et depuis Abidjan, nous traquons, attirons, séduisons les différents talents pour pouvoir aider à la croissance des entreprises subsahariennes. D'accord. Voilà. Donc en particulier l'Afrique de l'Ouest avec en priorité le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin. D'accord. Est-ce que brièvement, vous pouvez nous parler de votre parcours estudiantin, votre formation? Oui, alors je suis franco-marocaine, D'accord. j'ai étudié en France. J'ai fait une classe prépa, Hippo-Can-Can. J'ai ensuite fait des sciences politiques et je me suis ensuite intéressée à l'intelligence économique en faisant un MBA stratégie et intelligence économique à l'école de guerre économique. Et à partir de là qu'est venue un petit peu cette découverte de l'investigation et du coup de la recherche d'informations. Et à partir de là, avec différents stages, on en est venu au recrutement. D'accord. Et vous avez décidé de revenir en Côte d'Ivoire parce que vous étiez en France. Et à quel moment vous avez décidé de... Alors, venir en Côte d'Ivoire, plutôt, c'est venu après différentes expériences professionnelles à l'étranger. Donc, j'ai eu l'occasion d'étudier aux États-Unis un petit peu et de partir à Singapour pendant 4 ans. Et de là, j'ai pu pas mal voyager et travailler pour des entreprises, ADECO notamment, qui est une entreprise de ressources humaines et de recrutement. Et mon mari est ici. Au bout d'un moment, il s'est posé un choix de comment on fait. Et du coup, j'ai grandement accepté de venir m'installer en Côte d'Ivoire. Donc, c'était d'abord un choix personnel et après, c'est devenu un choix professionnel. Oui, du cœur est ensuite devenu le portefeuille. Donc, une fois installé en Côte d'Ivoire, comment vous avez créé, du moins, est-ce que dès que vous êtes arrivé, vous avez créé le cabinet, vous avez travaillé d'abord? Comment ça s'est passé? Non, j'ai travaillé d'abord, mais de façon hybride pour des sociétés à l'étranger. Donc, pas vraiment avec des employeurs en Côte d'Ivoire, basés en Côte d'Ivoire. Et ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait une place à faire. Et du coup, je n'aurais jamais dit que je serais entrepreneuse et que c'était pas du tout dans mon schéma de vie, ni même schéma familial. Mais finalement, c'est vraiment grâce à mon mari qui m'a poussée, qui m'a incité à développer cet aspect-là. Et finalement, ça m'a plu, ça a grandi en moi et ça a été vraiment mon premier bébé finalement. Donc ensuite, vous avez créé le cabinet. Vous avez dit que vous avez fait des études en guerre économique et tout ça. Comment ensuite pour arriver au recrutement? Alors, c'est les expériences. C'est pour ça que finalement, rien ne vient au hasard. Dans mes stages, j'ai travaillé chez ADECO en France. Et du coup, je faisais de l'intelligence économique pour le directeur général à l'époque. Et puis finalement, donc je faisais des études de marché, je comprenais un peu le business du recrutement, comment ça se passait. Et puis après, il m'a proposé de le suivre à Singapour. Donc du coup, pareil, j'étais encore dans le back-office au niveau de la région. Donc, il y avait une compréhension de la finance, du marketing, de la communication. Comment est-ce qu'on fait marcher un business au-delà même de l'opération du recrutement en propre. Et puis après, j'ai eu l'occasion de passer aux opérations et d'apprendre le métier du recrutement, notamment avec le métier traditionnel de la chasse de tête. Et c'est comme ça que c'est venu. Et du coup, la boucle a été bouclée. J'ai réussi à avoir une vision 360 du business du recrutement parce que c'est un recruteur. Enfin, il y a une différence entre recruter et le business qui est derrière. Et voilà, et finalement, je disais que j'avais un petit peu l'expérience d'un peu tout et que c'était une chance, vraiment une chance. Et pourquoi ne pas faire ça à mon compte? Donc au début, moi, j'ai vraiment fait ça pour pouvoir répondre à la vie personnelle. Je me suis dit, en ayant des enfants, quoi de mieux que de pouvoir répondre aux besoins des enfants tout en ayant un petit travail me permettrait de me substanter, d'avoir une liberté économique sans dépendre de personne. Et surtout, pouvoir m'épanouir professionnellement. Et puis finalement, ça a pris vite, bien, ça a grandi beaucoup plus vite que ce que j'aurais jamais rêvé. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on est là. Super. Et dès le départ, c'était quoi votre vision pour votre cabinet? Voilà, c'est quoi? La vision, il n'y en avait pas vraiment. C'était vraiment voir au jour le jour. Et d'ailleurs, on essaye de changer cet aspect-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un programme qui s'appelle le Stanford Seed Transformation Program. Et dans la première partie du site, c'est justement de dire quelle est ta vision, quelles sont tes valeurs, comment est-ce que tu te projettes, quelle est ta stratégie de développement. Et justement, on y travaille. C'est 2025, c'est vraiment l'année de la transformation et du choix de qui on veut être vraiment. D'accord.
Alors, donc, je suppose que vous êtes installé en Côte d'Ivoire, tout se passe bien, le recrutement commence. Il y a aussi des profils que vous commencez à chercher, du moins, vous faisiez votre équipe. Comment ça se passe, cette partie-là, les débuts de la boîte? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de recruteurs ou d'école de recrutement. Donc, moi, j'ai pris le parti pour avoir justement un impact et une action sur l'écosystème. C'était de trouver des jeunes dynamiques qui en voulaient, que je définissais smart, parce que c'était ma définition du smart, et de les prendre en stage, de leur expliquer le métier sur 1 an, et au final, au fur et à mesure, prendre des missions, commencer par des missions plus juniors pour arriver à des missions plus seniors. Et maintenant, on est 15, et dans les 15, on est 12 recruteurs, donc je m'inclus dedans. J'ai 3 personnes en back-office, ça se passe plutôt bien. Donc, ça évolue au fur et à mesure du temps, les équipes ont grandi, les projets aussi. Les équipes ont grandi en même temps que les projets ont grandi. Et du coup, on a tous appris en même temps à faire des recrutements transnationaux, à identifier des talents à travers le monde, soit en utilisant la diaspora, soit en utilisant des talents avec une expertise particulière qui pourront aider les entreprises qui ont des besoins précis. Et voilà, finalement, on a tous grandi en gardant le même modèle stage, junior, senior, manager. Et maintenant, il y en a qui sont devenus responsables opérations, chef projet data et chef projet IA digital. Là, c'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que depuis que vous avez commencé, je pense que c'était en quelle année déjà? On a testé en 2017, officiellement en 2018. Donc, on va dire depuis 2018, quand vous avez commencé, il y a eu des profils de la tech déjà qui avaient commencé à être en vue pour... Alors moi, la tech, je l'ai vraiment senti, oui, mais plutôt pendant le Covid. Je trouve que c'est le Covid, en tout cas de ma grille de lecture à moi et par rapport à mon expérience à moi, c'est vraiment Covid, post-Covid que les investissements sont venus, que les startups ont commencé à avoir de réels besoins et que le côté hybride, solutions digitales, développement de solutions digitales moins physiques, que c'est devenu vraiment fort à mon niveau en tout cas. C'est-à-dire même pour les recrutements, ça se faisait en ligne, à distance. C'est-à-dire que là, c'est vrai que vous avez avant des profils qui venaient de l'étranger, mais même les profils locaux, vous étiez obligé de faire tout à distance, de développer certains outils et tout ça. Moi, je me base juste sur les observations des besoins en recrutement, de développeurs ou de ce que j'observe des différentes startups qui ont été créées, que ce soit Anka, Wave, Julaya. Bon, il y en a d'autres qui n'existent plus malheureusement, mais vous avez d'autres médicales comme Soussou maintenant. Vous avez pas mal de startups qui sont là. Et vous avez aussi les telcos qui ont essayé de se digitaliser énormément, avec les banques aussi, avec des solutions financières digitales. Et c'est vraiment ça que j'ai observé avec des besoins qui étaient assez... qui peut-être avant étaient plus pour les telcos et qui maintenant s'est développé dans tout type de secteur. Voilà, il va y avoir des coopératives de cacao qui peuvent être à Korogo, qui m'ont demandé à avoir des plateformes digitalisées. Voilà, et donc du coup, c'est un peu ça que j'observe. Donc les besoins ont beaucoup plus évolué à partir du Covid. À partir du Covid, oui. Il y a eu un besoin lié au Covid qui a perduré. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz que les recruteurs, du moins les clients, cherchent aujourd'hui comme profil de la tech? Est-ce qu'il y a des compétences qui reviennent en particulier? Alors oui, des développeurs, des chefs de projet, de grands chefs de projet capables justement de pallier à la transformation, de pouvoir réussir cette transformation digitale. On a beaucoup de métiers liés au digital, donc que ce soit des community managers, comme je l'ai dit, des chefs de projet digitaux, des métiers liés à l'IA aussi. Et dans les développeurs, c'est des Python, on a beaucoup de Azure, on a beaucoup de différents, par rapport aux différents langages avec IA. On va avoir des Head of Products aussi. On va avoir des recruteurs qui vont être liés à la tech aussi. On a assisté à beaucoup de recruteurs liés à la tech, spécialisés dans les métiers tech qui sont encore différents. Et en général, les clients, ils recherchent des profils locaux ou ils précisent qu'ils veulent des profils de la diaspora. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, je dirais pas qu'ils disent qu'ils veulent des profils locaux ou diaspora parce que ce qui est le plus simple, c'est de prendre ce qu'il y a à ses pieds, donc des logos. Par contre, c'est vrai qu'il y a les besoins se sont tellement développés, ça a été tellement vite qu'on a été soit face à un talent shortage, il n'y avait pas assez de personnes aux compétences requises, pas assez seniors aussi, et qui n'avaient pas forcément l'habitude de gérer d'aussi grands projets. Donc du coup, des choix étaient faits d'aller chercher peut-être des gens de la diaspora, non pas parce qu'on n'avait pas les talents, mais parce qu'on cherchait une certaine façon de
d'asseoir ou de garantir par des expériences qui étaient déjà probantes pour apporter cette maturité qui était recherchée par rapport aux talents qui sont jeunes ici. D'accord. Donc, en fait, c'est plus un besoin de seniorité, d'expérience qui a fait que finalement, vous cherchez souvent des profils de la diaspora. Ouais. En fait, c'est souvent la maturité qui est recherchée et les expériences réussies. D'accord. Voilà, dans des groupes internationaux, etc. D'accord. Après, effectivement, le digital et la tech, ça reste quand même quelque chose d'assez récent, surtout en Afrique. Ouais. Donc, c'est assez compréhensible que, dans certains cas, vous vous tournez vers ce genre de profil. Et comment ça se passe? C'est-à-dire que vous les faire venir parce que quand même, ils sont déjà en général en poste. Oui. Et vous devez les ramener soit dans un autre pays ou dans leur pays. Et comment ça se passe en général? Là, c'est beaucoup de communication, de séduction aussi, mais c'est aussi être assez franc et leur dire que voilà, quel est ton impact que tu as à avoir, quelle est la mission, est-ce que tu veux réussir à faire grandir ton pays, est-ce que tu veux avoir un rôle et ne pas être un parmi tant d'autres, est-ce que tu as des envies aussi de est-ce que tu es carriériste ou est-ce que tu cherches plutôt la sécurité? Et donc ça aussi, c'est des projets de vie qu'il faut connaître, qu'il faut avoir, parce que là, il faut avoir moins peur du risque, etc. Mais après, c'est vrai que si on leur dit directement que chez nous, ou chez nos clients plutôt, ce ne sera pas des packages expats, puisqu'ils sont chez eux. Ce sera pas c'est pas là où ils auront ils doubleront, tripleront, quadrupleront leur salaire. Non, c'est pas ça. Si tu viens, c'est parce que tu as un objectif sur le long terme, que tu as des projets et voilà, parce qu'on ne pourra pas challenger le package salarial. D'accord. Mais je pense que, je ne sais pas, mais il faut me tirer. Est-ce qu'avant l'expatriation, c'était beaucoup plus répandu que maintenant? Ou bien il y a toujours des offres où c'est de l'expatriation pure avec tous les avantages et tout ça? Ou ça... Non, c'est de plus en plus rare. Pour plusieurs raisons. C'est parce que ces packages-là coûtent trop cher. Deuxièmement, parce qu'on a beaucoup de talents locaux qui peuvent tout à fait challenger ces packages-là. Et troisièmement, pour avoir un package expatrié, en général, c'est que vous venez du siège et que vous êtes envoyé par le siège vers une filiale. Donc, c'est pour un temps déterminé, avec une mission qui est déterminée. Donc, faire monter en compétence les équipes sur ce projet-là, développer ce pays-là, réorganiser cette filiale-là. Voilà, il y a un projet, il y a un début, il y a une fin. Donc, c'est des expatriations qui sont de 1, 3, 5 ans. Voilà. Vous allez avoir des gens de sociétés de construction qui vont venir faire le métro à Abidjan. C'est des expatriés qui sont là parce qu'ils ont une expertise particulière. Qui n'est pas présent dans le local, mais il y a un début, il y a une fin. Voilà. Donc, ça peut être ça aussi. Ou alors, ça peut être un directeur général ou un DAF. Et parce que vous êtes parti d'un grand groupe, ça tourne. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous direz qu'il y a des freins en termes du moins dans le domaine de la tech, en termes de recrutement pour les profils locaux, pour les profils de la diaspora, où on va dire on est plus ou moins de plus en plus ouvert? Parce que je sais que, du moins, le paysage, avant quand on recrute les gens de l'étranger, c'est plus des Français, c'était plus des personnes vraiment, pas forcément de la diaspora, mais on va dire des étrangers tout court. Là, maintenant, on a l'impression que depuis certaines années, c'est plus on fait venir la diaspora. Est-ce qu'il y a quand même des freins où tout va bien? Il y a des difficultés aussi à ce niveau-là? Alors, moi, je dirais que les tendances récentes, c'est de favoriser les talents locaux. Favoriser les talents locaux pour des raisons déjà logiques. Ils sont là. Donc, c'est plus simple en termes de logistique. C'est moins cher. Et ensuite, il y a moins de risques et on peut mieux espérer avoir des carrières, donc avoir un retour sur investissement. Parce qu'un employé qui part dans les 2 années, honnêtement, l'employeur, il perd parce qu'il a investi sur cette personne. Et donc, sa productivité arrive à partir de 2-3 ans. Moi, ce que j'observe, c'est vraiment une concentration sur les talents locaux. D'ailleurs, c'est des prérogatives politiques aussi. Les entreprises qui viennent s'installer, on demande à ce qu'ils recrutent des talents locaux. Et si l'expertise ne le permet pas, c'est d'abord de le justifier et ensuite d'avoir ce côté de passation, de pouvoir les former pour pouvoir être indépendants. Donc ça, c'est ce que je remarque. Après, pour ce qui s'agit des recrutements à l'étranger, finalement, ce qui prône, c'est l'expertise et la seniorité. Donc, en fonction des sociétés qui sont demandées, ça peut être soit développer des
valeurs. Je sais pas moi, la communication, le feedback, l'agilité, un style managérial qui soit plus 2025. Ça peut être des choses comme ça, des critères comme ça. Ou alors ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le métro, des métiers de la construction avec voilà, B6 qui est venu s'installer pour faire la tour F ou le parrainage de PFO par exemple. Là, c'est parce qu'ils ont des expertises particulières liées pour monter des immeubles comme ça. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être des cuisiniers qui ont l'habitude de faire telle cuisine. Voilà. Donc c'est pour ça, en fonction du talent que vous avez et face au développement, je pense à la Côte d'Ivoire avec Abidjan et à la modernisation, il y a forcément des expertises ou des tendances dont on a besoin qui viennent de l'étranger. Donc finalement, peu importe qui ils sont et peu importe d'où ils viennent, ce qui est important pour nous, c'est vraiment l'expertise. D'accord. Est-ce que dans votre processus, il y a aussi une partie de formation ou de remise à niveau de compétences? Par exemple, pour certains profils, bien, vous faites vraiment du recrutement, de la chasse théorique. Alors, on a deux autres services qui est l'analyse salariale, d'où le guide des salaires, et la formation. Et justement, dans la formation, ce qu'on essaie, c'est d'être moderne et de pouvoir surfer sur le digital, la tech et l'IA pour aider tous les corps de métier en leur disant l'IA est une opportunité pour vous, permettre d'être plus productif grâce à des outils qui peuvent être gratuits et vous permettre de performer. Donc, je pense à un métier du RH, ça peut être le métier financier, ça peut être un métier, ça peut être un médecin, ça peut être un commercial. Et c'est vraiment leur ouvrir l'esprit sur, grâce aux nouvelles technologies et aux nouveaux outils IA, vous pouvez performer, gagner du temps, améliorer votre vie pro-perso, améliorer vos objectifs et vos stratégies de carrière grâce à ça. Alors, vous avez parlé du guide des salaires, on en vient. D'où vous êtes venu ce projet? Est-ce qu'il y avait un réel besoin? Bon, on sait qu'en général, en Afrique, le salaire, il est un peu tabou, mais on voit que de plus en plus, par exemple, moi, je suis au Maroc, je vois de plus en plus des offres d'emploi où on met le salaire, le montant du salaire et tout. Mais en Afrique subsaharienne, en Afrique francophone, c'est assez rare de révéler les salaires. En général, quand tu fais l'entretien, on te pose la question sur tes prétentions et après, bon, quand ça se passe bien, on te donne l'information sur le salaire. Alors que là, on est dans une approche, on va dire, un peu plus inversée et différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec le guide. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, le guide des salaires, ça reprend mon introduction quand je disais que rien ne vient au hasard. Le guide des salaires, c'est comme si j'étais destinée à le faire parce que quand j'étais à Singapour, j'étais chargée du guide des salaires pour la sous-région, pour les différentes marques qu'on avait. Et donc, du coup, toute la méthodologie, je l'avais apprise. Et du coup, toute la conception et que ce soit à la fois le côté design, que ce soit le côté data, récolte de data et tout ça. Donc, c'était évident pour moi que c'était quelque chose à faire ici. Et j'ai mis du temps à le faire parce que j'ai mis du temps à collecter la data. Je partais de zéro et donc il faut prendre plus de 1000 personnes en entretien juste pour la Côte d'Ivoire, pour pouvoir avoir des moyennes raisonnables sur les différents métiers dans différents secteurs. Après, ce guide n'a pas vocation d'être une vérité absolue. C'est pas du tout ça. C'est en fonction de notre échantillonnage et des entretiens qu'on a eus. Au fur et à mesure du temps, plus on le fait, plus on améliore nos datas, les choses changent, la valeur des métiers augmente ou pas. Donc du coup, c'est venu. Puis je trouvais que ça manquait cruellement d'informations. Il y avait vraiment une certaine opacité. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas aider à la fois les personnes qui cherchent à travailler et les recruteurs, j'entends entreprises, qui cherchent à recruter et à budgétiser leur recrutement parce que des fois, le temps passe et on a tendance à oublier que les salaires augmentent, la vie augmente, etc. Et du coup, je pense que ça a bien aidé à pouvoir au moins donner un aperçu et une moyenne salariale des métiers. Après, je sais pas, mais je pense que certains le prennent comme une référence aujourd'hui, du moins. Certains, c'est-à-dire moi, j'ai déjà posé des questions, par exemple, à des personnes qui sont en Côte d'Ivoire et je leur demandais, en fait, c'est quoi les tranches salariales pour tel poste. Tout de suite, la personne me dit non, regarde, voici le guide du salaire et tout de research. Et essaie de voir comment tu peux te référer par rapport à ça. Donc, je pense que quelque part, vu dans la durée, je pense que c'est la troisième édition, ça devient peut-être une référence en termes de guide salarial quelque part pour les personnes qui sont, je pense, en Côte d'Ivoire, Sénégal aussi, qui recherchent en fait à soit à rentrer, soit même juste à se positionner pour les personnes qui finissent les études et tout ça. Donc, c'est intéressant. C'est un honneur. En tout cas, c'est gratifiant parce que c'est un travail qui prend énormément de temps, qui nous coûte énormément d'argent aussi parce que ce guide est gratuit, il est au bénéfice de tout le monde. Et voilà, c'est intéressant de se dire que on a investi dans quelque chose qui plaît et ça fait plaisir. D'accord, c'est intéressant. Du coup, là, comment vous voyez le marché de l'emploi, le paysage du recrutement d'ici 5 ans en Côte d'Ivoire et dans les pays dans lesquels vous opérez? Oui, alors le recrutement dépend beaucoup de la politique
enfin, dépend de l'économie qui elle-même dépend de la politique. Donc, c'est toujours assez cyclique. C'est un petit peu ça le problème qu'on a en Afrique de l'Ouest. Et pour l'instant, c'est des points d'interrogation. Tout dépendra de ce qui se passera. Pour ce qui est du Sénégal, c'est parti. Ça y est, donc il y a de nouveaux investissements qui sont faits, de nouvelles offres d'emploi. Donc, il y a une stabilité qui revient. Enfin, en tout cas, une confiance en l'économie qui s'est réinstallée. Du coup, qui dit confiance, dit investissement et développement et recrutement et voilà. Et pour la Côte d'Ivoire, moi, j'ai envie de dire tout va très bien se passer dans ces 5 prochaines années. Mais c'est un débat actuellement, donc je ne pourrais pas me prononcer. Ouais. Est-ce que pour l'instant, du moins dans vos recrutements des profils de la tech, est-ce que vous rencontrez des difficultés? C'est-à-dire que est-ce que les profils sont rares? Vous avez le choix? Alors, les profils sur tech sont rares dans le monde entier. Tout le monde se bat parce que, comme je l'ai dit, tout le monde les veut. Que ce soit une industrie qui veut se digitaliser, que ce soit un cabinet de recrutement, ou même un centre de confection de cacao. Donc, ça part partout. Ce que je remarque, c'est que c'est des métiers très demandés. Et que du coup, déjà au niveau intermédiaire, c'est-à-dire à déjà 5 ans d'expérience, c'est des métiers qui sont les mieux rémunérés parmi tous les autres métiers. Et pourquoi? Parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, c'est un peu comme la bulle IT des années 2000. Donc, du coup, on se chasse les talents et on va sur des solutions hybrides, beaucoup. On va aller les chercher partout. Je connais des startups qui ont des développeurs à La Réunion, qui ont des développeurs au Liban, enfin voilà. Donc, du coup, je pense que les sociétés s'adaptent et sont un peu tributaires de ces développeurs. Alors, est-ce que vous direz que aujourd'hui les cabinets research, est-ce que vous avez pensé à avoir un impact? Parce que je sais qu'aujourd'hui, je pense que vous utilisez beaucoup l'IA, beaucoup des outils digitaux et tout ça. Est-ce que vous pensez que votre impact aujourd'hui dans le monde du recrutement a été probant ou bien vous êtes encore en train de chercher votre voie? Comment est-ce que vous pouvez mesurer en fait cette partie d'impact dans le développement du recrutement avec la tech? Alors, dans la tech, je sais pas. Je pense qu'on a eu un impact rien qu'avec le guide des salaires déjà. D'accord. On a eu un impact à une petite échelle en formant et développant une quinzaine de collaborateurs à des métiers qu'ils ne connaissaient pas dans le recrutement. Et pour ce qui s'agit de la tech, on a un impact parce que du coup, on travaille avec pas mal de startups, de studios et du coup, forcément, on les aide à recruter et en ça, on fait notre métier d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance en les aidant à recruter le talent qu'il leur faut. Après, évidemment, c'est à eux de développer eux-mêmes leurs talents, de former, continuer à les former. Pour ce qui s'agit, nous, de GuySearch, évidemment, on essaye de se digitaliser un maximum. On essaie de pivoter à notre manière en essayant de proposer des solutions qui soient plus adéquates et en étant vraiment à l'écoute du marché et des tendances. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille encore. Et on travaille encore beaucoup, je pense. D'accord. Et en termes d'impact de nombre de recrutements par an, je ne sais pas si vous faites des bilans comme ça ou bien si c'est des informations que vous publiez, mais est-ce que vous voyez une évolution en termes depuis que vous avez commencé jusqu'à maintenant? Ah oui, bien sûr. Sectoriellement aussi. Oui, on a beaucoup recruté de plus en plus. Déjà, on a grossi, on arrive à avoir une certaine réputation et puis une certaine légitimité. Et oui, effectivement, nos recrutements ont beaucoup augmenté pour dépasser la centaine de recrutements largement. Sachant que nous, on est plutôt positionné cadre middle management. Donc, on se coupe toute une partie de métier dans lequel il y a plus de volume. Donc, oui, là, je suis assez contente. D'accord, super. Notre épisode, il tire à sa fin. Merci. Je pense que peut-être 2 mots déjà pour les femmes qui souhaitent entreprendre ou bien qui souhaitent développer leur carrière professionnelle, parce que vous êtes une femme, une mère aussi. Est-ce que vous avez un message à passer? Qu'il faut être à l'écoute de soi et de son marché aussi. D'accord. Et qu'on peut très bien être entrepreneur sans forcément devenir Apple ou Google. On peut être un entrepreneur à la carte. Par à la carte, j'entends en répondant au modèle qui nous plaît. Si finalement ce qui vous plaît, c'est d'avoir 5 très bons clients et de travailler qu'avec d'autres femmes et de ne travailler que de ce secteur d'activité parce que c'est ce qui vous intéresse. À partir du moment où le modèle est viable pour vous économiquement, pourquoi pas? Tout va bien. D'accord. Juste un dernier message pour les jeunes qui sont peut-être étudiants ou bien qui sont dans d'autres carrières, qui veulent faire une reconversion peut-être pour des métiers un peu plus tech et digital. Est-ce que vous avez un message à leur passer? Est-ce que la voie est ouverte pour eux ou... Ouais, je dirais la jeunesse doit apprendre, continuer à apprendre, qu'elle doit oser, qu'elle doit dépasser les lignes et les frontières et que c'est sur eux que se repose tout notre avenir. Donc, il faut absolument qu'ils aient
développer les valeurs, les règles et les compétences nécessaires pour pouvoir faire de ce continent le centre économique de 2050. D'accord. Merci beaucoup, Madame Leila Richard. Et à bientôt. Au revoir. Bye.